Nous sommes le 7 septembre 1991 et aussi étonnant que cela puisse paraître, vous êtes bien au Parc des Princes, à Paris, pour une soirée unique et exceptionnelle consacrée au Supercross. Les chaussures à crampons ont déserté le stade pour laisser la place aux pneus à crampons. Le spectacle que vous admirez est l'œuvre de Jacques Rouvérolis, un maître en la matière. Mais les 45 000 spectateurs présents sont aussi et surtout venus là pour admirer les maîtres mondiaux du Supercross, en découdre sur un tracé digne des plus grands stades américains. Ron Lechine, Larry Ward, John Vandenberg, George Zobé, Stefan Everts et surtout Jeff Stanton, le meilleur américain, et Jean-Michel Bayle, le meilleur tout court. Jean-Michel qui va vous livrer ses commentaires sur ce premier Supercross du Parc des Princes, en commençant par la première série, où se trouve l'un des favoris, le Belge Stefan Everts. 19 ans à peine, mais déjà une valeur sûre. Alors Jean-Michel, je crois que vous connaissez bien Stefan Everts. On va le voir dans sa première série, c'est donc le numéro 3, avec déjà une chute au premier virage, donc un départ assez difficile, Jean-Michel. Oui, ce départ était très serré et puis il y avait un beau double après, donc c'était assez délicat. Et là, Stéphane est parti bien sûr en tête et il est champion du monde, il est très confiant et il roule très bien. Et c'est un des meilleurs Européens en Supercross, donc il est facilement en tête de cette qualification. Oui, facilement en tête, donc avec juste derrière lui Larry Ward, un pilote américain qui roule très bien aussi, je crois, et qui est une révélation de l'année dernière, de 1990. Ben oui, il n'est pas très régulier en championnat US, mais sur les courses européennes, il arrive à faire de très bonnes courses de temps en temps et c'est un adversaire très délicat dans certaines finales. Et en troisième place, on trouve donc un autre américain, Steve Lamson. Quatrième, Buddy Antoniez, encore un américain. Et le français Christian Chomard qui prend la cinquième place et se qualifie devant Axel Holvet, un belge. Donc deuxième série avec là aussi quelques très bons pilotes en lice, dont Doug Dubac, je crois un pilote que vous connaissez assez bien dans le championnat américain. Oui, d'ailleurs, cette année, il a gagné sa première épreuve de Supercross aux États-Unis et donc ça faisait longtemps qu'il roulait en Supercross et c'est cette année qu'il a gagné la première fois. Donc il devrait faire de belles courses ce soir au parc. Voilà, Doug Dubac qui est le numéro 15, alors qu'ici on voit une chute du Belge Thierry Godefroy dès le premier tour. Pour le moment, eh bien, c'est Dean Matson qui est en tête. Et là, on voit Donnie Smith qui a quand même été champion du monde 125 l'année dernière, qui a malheureusement pas pu défendre son titre cette année car il s'est blessé au milieu de la saison. Oui, Donnie Smith, donc le numéro 5 qui était en bagarre avec Doug Dubac, alors que pour le moment tout va bien pour Dean Manson. Là c'est Warren Edwards, un jeune anglais de 19 ans. Les anglais sont pas très spécialistes de supercross en général. Oh, c'est-à-dire déjà ils n'ont pas trop de championnats là-bas, ils n'ont pas trop de courses. On a la chance en France quand même d'avoir beaucoup de supercross. Donc ça permet de progresser et eux c'est vrai, ils n'ont pas vraiment de grandes courses chez eux en Angleterre et en plus ils n'ont pas de championnat. Alors que là on vient de voir juste Dean Matson qui est sorti de la piste. Heureusement, ce n'est pas trop grave, il va pouvoir repartir et se qualifier tout de même, puisque c'est les 6 premiers qui sont qualifiés. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Ben, apparemment il a pris un peu le bord gauche de la piste dans les whoops et il a un peu heurté les balles de paille. Et c'est vrai que dans les whoops, si on fait une petite erreur, on sort de suite de la piste, donc il est tombé. Voilà, donc un des points les plus techniques de ce circuit du Parc des Princes. Jean-Michel, que l'on voit ici à côté de Jeff Stanton, les deux vedettes de ce premier Supercross du Parc des Princes. Et là, Jean-Michel, un bon départ pour vous? Ben, oui, il était très bien. J'arrive presque premier au bout de la ligne droite. Je vire à l'intérieur et donc je prends le premier saut en tête. Donc tout allait pour le mieux là jusqu'à maintenant. C'était important d'être en tête comme ça au premier virage? Ben, surtout pour la première qualification parce qu'on ne sait pas comment les autres vont rouler. Donc c'est très important de moins faire un bon résultat dans la première qualif. Bon, évidemment, l'adversaire numéro 1, c'est Jeff Stanton, le numéro 2. Et derrière, on peut voir le numéro 4, c'est Ron Lechine, un bon pilote américain, normalement dans le championnat des États-Unis. Mais là, apparemment, il n'était pas au mieux de sa forme au Parc des Princes. Ben, il n'a pas fait n'importe beaucoup de courses depuis 2-3 ans car il a eu son accident aux États-Unis, il s'est cassé la jambe. Donc il reprend doucement et bon, c'est vrai qu'il n'a pas la grande forme pour le moment. Alors on voit que dès les premiers tours, vous avez creusé un trou quand même assez important sur Jeff Stanton. Comment ça s'est présenté pour vous? Est-ce que vous avez essayé justement de vous détacher tout de suite
Ou est-ce que vous avez voulu vous économiser peut-être un peu pour la saison? Bah, généralement, j'utilise la qualification pour essayer de trouver des nouvelles trajectoires. Donc, même des fois, si je perds un peu du temps sur Jeff, c'est justement pour tester des nouvelles choses, des nouvelles lignes. Donc, même si je perds du temps, c'est pas grave, j'essaye juste d'utiliser toute la piste et de prendre des renseignements pour la finale. Et est-ce que c'est important aussi d'observer les adversaires, de voir comment ils passent certaines difficultés? Bah oui, en même temps, en même temps, en essayant des trucs qui me rattrapent, donc je vois les endroits où il va plus vite que moi et je vois ses points forts et ses points faibles. Alors il y avait un public évidemment très très enthousiaste, tout acquis à votre cause, un Parc des Princes qui était quasiment plein avec 45 000 spectateurs pour une capacité totale de 48 000. Est-ce que vous entendez le public quand il Ben, hurle? moi j'essaye vraiment de ne pas trop y faire attention car sinon on roulerait avec beaucoup trop de pression. Donc, mais c'est vrai qu'on l'entend, on ne peut pas s'empêcher de l'entendre et ça fait bien sûr énormément plaisir. Oui, là pour le moment, donc Jeff Stanton fait tout ce qu'il peut pour essayer de revenir sur vous, alors que Ron Le Chine donc, est solitaire troisième. Ben, il est qualifié, alors je pense qu'il n'insiste pas car il sait qu'on est très fort devant. Donc il n'insiste pas trop pour essayer de nous rattraper. Ah voilà, alors donc Jeff Stanton avec là apparemment un enchaînement de double saut qui n'était pas le même entre vous et qui est parvenu à votre hauteur. Qu'est-ce Oui, qui s'est passé? comme je disais, j'essaye des nouvelles lignes, donc j'essayais de voir quelle ligne était plus rapide et bon, il en a profité pour me passer, mais comme je savais que j'étais très rapide ailleurs, je ne m'inquiétais pas trop. Oui, là le public est en délire, c'était une très très belle course. Alors là, bon, Stanton s'est mis un peu en travers. Apparemment, il a l'air d'être un peu plus à la limite que vous et il n'a pas pu bien enchaîner la série de sauts qui était derrière. Oui, là, il a l'air de faire pas mal de fautes car apparemment, il s'excite un peu, quoi. Il fait un peu trop attention au public et il essaye un peu trop de me doubler. Et l'avantage, c'est que moi, j'étais beaucoup plus relax que lui et je faisais beaucoup moins d'erreurs. Oui, ces trajectoires ont l'air un peu plus heurtées et l'enchaînement dans les sauts a l'air moins facile que pour vous. Bon, là, cette série de whoops, c'était particulièrement difficile, je crois, non? Oui, c'est une série on rentrait en deuxième dedans et généralement, selon comme ça se déroulait, je passais une ou deux vitesses, donc je sortais à peu près en quatrième. Donc c'était très rapide et il fallait surtout pas faire d'erreur. Voilà un endroit qui n'a l'air de rien, mais je crois qu'il était un petit peu technique, là, cet enchaînement de plusieurs whoops et de plusieurs sauts. C'est vrai que c'est un enchaînement, c'est ce qu'ils appellent un saut en croix et on n'a jamais trop l'habitude de rouler sur ce genre d'obstacle. Mais bon, ça permet de faire des trajectoires différentes. Voilà, donc confirmation de la bonne trajectoire, puisque là, vous avez à nouveau essayé un nouvel enchaînement, et effectivement, Stanton avait l'air un peu plus rapide. Oui, j'ai essayé d'arrondir la première bosse et de sauter les deux autres. Bon, j'ai perdu un peu de temps, mais ça m'a permis de voir que si pendant la finale ça m'arrivait, je pouvais le faire quand même. Oui, parce que souvent, les appuis, ou du moins l'élan qu'on peut prendre avant un double saut est très très court, donc si jamais la moto se met en travers ou que vous ne pouvez pas accélérer à la seconde près, ça peut compromettre tout le reste. Ben oui, surtout si on le fait jamais, si on n'a jamais sauté un double saut et qu'on est obligé de le faire en finale pour la première fois, c'est très délicat. Donc il est préférable de l'avoir essayé ou dans les essais ou dans la qualification. Donc là, pas un seul moment, en fait, vous avez été inquiet dans cette série. Bon, c'est vrai qu'il y a les 6 premiers qualifiés, donc la qualification n'était pas un problème. Oui, mais on n'a jamais quand même gagné une course d'avance, donc en plus au parc où le circuit était quand même très difficile. Donc j'ai essayé de rester quand même énormément concentré. Stanton n'était pas très loin derrière moi, donc il fallait quand même pas faire d'erreur. Voilà, donc on va observer cette fin de course avec un public qui a été gâté, puisque dès les séries de qualification, ils ont assisté à un spectacle superbe, donc on va en profiter un peu nous aussi. On peut voir une forêt de drapeaux bleus qui s'élève. C'est pour signaler à un pilote qu'il va se faire dépasser. Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour vous, Jean-Michel? Oh, mais bon, on a eu la chance au parc d'avoir une piste très large et très grande, donc il est très facile de doubler les pilotes, les retardataires qui roulent beaucoup moins vite que nous. Donc de ce côté-là, on n'a pas eu trop de problèmes au parc. Oui, là c'était un Français, Frédéric Tirvoz. Et c'est vrai que pour ça, les séries de whoops, et il y en avait quand même une bonne quantité au Parc des Princes, permettent de doubler relativement facilement parce que les pilotes ne peuvent pas changer de trajectoire. C'est vrai, mais bon, il faut toujours quand même faire attention car ces pilotes font beaucoup d'erreurs et il faut essayer de pas tomber avec eux, quoi, de ne pas chuter.
Oui, là on a vu que vous vous êtes retourné en l'air sur un triple saut, c'est toujours impressionnant. Est-ce que c'est facile à faire? Comment ça se passe quand vous êtes en l'air? Je veux dire, vous avez vraiment le temps d'observer, de regarder? Bah, n'importe comment, la décision de sauter a déjà été prise. Donc si je suis court, n'importe comment, c'est pas parce que je vais me retourner que je vais changer quelque chose. Donc je peux très bien faire tout ce que je veux en l'air, ça ne change plus rien à l'assiette de la moto et au décollage. Est-ce que justement il est possible au niveau de l'assiette de la moto d'intervenir un tout petit peu, peut-être pas dans une large mesure, mais en bloquant la roue arrière, je crois que ça intervient aussi un petit peu. Oui, on peut intervenir en mettant un peu plus de gaz et en passant quelques vitesses pour relever l'avant. Et on peut aussi bloquer la roue arrière pour un peu faire descendre la roue avant. Là, les sauts étaient peut-être pas assez longs ou pas assez importants pour que ça intervienne, que ça influe. Oh, mais c'est-à-dire à force de faire des tours, on les connaît quasiment par cœur, donc on sait exactement où la moto va atterrir. Et donc quand on prend l'appel, on est déjà sûr que la moto va tomber au bon endroit à la réception. Et voilà, donc victoire en qualification pour Jean-Michel. Donc on revoit quelques passages au ralenti avec cette série de whoops. Oui, la Jeff qui revient très vite dans les hoops et qui me passe presque avant le triple saut. Et on voit sa moto qui est quand même montée beaucoup plus haut que la mienne, car j'atterris un tout petit moment avant lui. Oui, là l'important en fait c'est pas de sauter haut, c'est surtout de sauter loin, non? Bah oui, c'est surtout ça, c'est essayer de rester le plus à plat possible, que ce soit dans les hoops ou dans les sauts. Oui, j'ai vu dans cette première manche, il roulait déjà très vite. Je me suis un peu relâché au début et il est revenu très près de moi. Il m'a même passé une fois. Bon, j'ai tout donné après. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de courses. Je dois me réserver pour la finale, mais je veux quand même gagner ici beaucoup de manches. Alors j'essaie de tout pour le tout. Et c'était bien parti, effectivement. Donc encore quelques très beaux ralentis. Avec Jeff Stanton qui a dû déjà se faire quelques soucis à l'avance pour les demi-finales et la finale. Alors que là, on va assister à la première des deux séries de repêchage. Et là, on voit Alexandre Chapuis qui a fait un saut vraiment, qui a doublé pas mal de pilotes, car il a un 125 et il essaye de prendre des risques pour essayer de passer le plus de pilotes possible dans le premier tour. Voilà, Glenn Bell, l'Australien, lui, en a pris un petit peu trop puisqu'il est tombé. Donc oui, Alexandre Chapuis qui est en bagarre avec un autre Français, Yannick Carvela, mais qui n'a pas la même moto. Non, car Alexandre a une 125, alors que Yannick Carvalha roule avec une 250. Et donc ils font le tout pour essayer de se qualifier. Oui, alors c'est étonnant qu'une 125 puisse faire jeu égal comme ça avec une 250. La cylindrée n'est donc pas si importante sur un tracé comme celui-là. Si, c'est très important quand même à haut niveau, mais bon, là apparemment il roulait très bien dans le premier tour et Yannick s'est fait surprendre par son petit 125. Donc Alexandre Chapuis qui a pris la tête et qui mène actuellement cette série. Donc il y aura 5 pilotes qualifiés dans cette série de repêchage. Donc ce sont des places qu'il reste à prendre pour les demi-finales, puisque tous les pilotes qui ont été qualifiés lors des séries qualifiés du premier coup, donc les 6 premiers, eux vont directement en demi-finale, alors qu'il reste des places disponibles, donc qui sont ici disputées. Et on voit la deuxième série de repêchage, où il y aura là aussi 5 pilotes qui pourront accéder aux demi-finales. Et dont un pilote de taille, puisqu'il s'agit de John Van de Berk, le numéro 11, qu'on voit ici au coude à coude avec Werner De Witt, un Belge. Oui, John Van de Berg qui quand même est double champion du monde, 125 et 250, et qui est obligé de passer par les repêchages. C'est pour dire la difficulté de ce circuit au parc et le niveau des pilotes. Là c'est Frédéric Tirvoz, le français, avec des Français qui sont quand même assez bien placés. Le numéro 54 c'est Cyril Porte qui roule aussi très très bien. Oui, ils ont roulé l'épreuve du championnat de France juste avant l'épreuve internationale, donc ils connaissent très bien le circuit et grâce à ce championnat, ils font beaucoup de progrès. Oui, alors là, petit problème pour Bruno Guyard. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon déjà là, apparemment il a du mal à couper son moteur, mais ça c'est pas bien grave. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah apparemment, il a mis un petit coup de gaz de trop et il a un peu décollé sur la roue arrière. Apparemment, il n'y avait quand même plus rien à faire, c'était impossible d'éviter la chute. Oui, très spectaculaire, mais bon, heureusement sans gravité. Alors que Van de Berg en termine avec sa série de repêchage. Ben,
Il est tombé, j'espère que le drapeau à David n'est pas loin. Oui, le drapeau d'Amiens, il est à quelques mètres. Voilà, il y a le C'est directeur toujours de quand même course. assez gênant de tomber juste avant comme ça. Voilà, mais on va voir que heureusement, il avait fait un trou suffisant pour gagner quand même. Mais c'était un petit peu limite pour John Van de Berg. Alors voilà le classement et les derniers qualifiés donc, qui participeront aux 2 demi-finales. Alors un très très beau spectacle mis en scène par Jacques Rouvérolis, donc c'était quelque chose d'assez impressionnant sur place. Est-ce que vous avez pu en profiter quand même vous les pilotes? Ben, nous, on n'a pas eu le temps de trop regarder, mais les spectateurs, je pense, se sont passés un bon moment, car c'est toujours intéressant d'avoir du beau spectacle entre les courses, surtout quand il n'y a rien à faire. Donc c'était une très bonne idée de la part de l'organisateur. Oui, c'était très très impressionnant. Il y avait une ambiance très forte malgré la taille du Parc des Princes qui évidemment est conçu pour recevoir des grands événements, essentiellement du football et du rugby. Mais là, je pense que les spectateurs habituels du parc n'ont pas dû reconnaître ce lieu tellement il a été habillé et mis en scène. C'était absolument magnifique. C'est vrai que ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir au Parc des Princes, et c'est bon, pour moi, c'est nouveau et c'est intéressant de voir ça à cet endroit. Mais même aux États-Unis, je crois qu'il n'y a pas une mise en scène comme celle-là dans les supercross du championnat américain. Oui, aux États-Unis, ils essayent plutôt de pencher ça du côté du championnat, c'est-à-dire du côté de la course, et n'essayent pas de faire vraiment un spectacle. Et on arrive aux choses plus sérieuses puisque maintenant c'est la première demi-finale. Alors il y aura 7 pilotes de qualifiés par demi-finale et avec toujours une possibilité de se repêcher pour ceux qui n'ont pas été qualifiés immédiatement, donc puisqu'il y a un super repêchage où 4 pilotes vont être repris pour participer à la finale. Alors premier départ avec toujours les mêmes favoris, c'est-à-dire le numéro 3 Stefan Everts. Oui, c'est toujours intéressant de voir la demi-finale, car c'est la dernière fois qu'on voit les pilotes avant la dernière course, donc on peut voir vraiment leur capacité avant le dernier départ. Alors, est-ce que là, bon, on voit en tête en ce moment Steve Lamson et Stefan Everts qui est 4e, 5e, donc qui est pas très très bien parti. C'est vrai, apparemment il a fait un mauvais départ, mais bon, il revient très vite, il est très rapide dans les whoops, et il a quand même beaucoup d'expérience, car il a été champion du monde cette année, ce n'est quand même pas pour rien. Donc je pense qu'il va quand même arriver à faire une belle course. C'est important au niveau moral là de faire une remontée comme il est en train de la faire quand même avec des pilotes de valeur, puisque il y a donc l'américain Steve Lamson qui est devant, c'est un bon pilote. Je veux dire, s'il arrive à le remonter relativement facilement, est-ce que c'est important au niveau moral avant la finale? Ouais, au plus, c'est vrai que c'est vraiment important, au plus on passe des pilotes, au plus on est confiant. Donc je pense que c'est très important pour lui de gagner cette course. Là, il est plus question de découvrir des nouvelles trajectoires. Je pense qu'au bout d'une première série, déjà, vous avez fait le tour de la question à peu près. Ben, c'est-à-dire, lui, là, pour le moment, il essaye de remonter, donc je pense pas qu'il s'occupe de trouver des trajectoires. Mais si le pilote est en tête et tout seul devant, ça serait une bonne idée de regarder un peu où il pourra passer pendant la finale. Voilà, donc les choses se précisent puisque maintenant Stefan Everts est dans les roues du leader, Steve Lamson. Et derrière lui, en 3e position, un autre américain, Denny Stephenson. Oui, qui roulait très bien aux États-Unis en 125 l'année dernière, qui a été champion du côté Est, mais cette année n'a pas très bien réussi son passage en 250, mais qui est quand même une valeur un peu sûre du Supercross US, malgré que cette année il n'a pas fait de très grands résultats. Voilà, on a vu que Everts avait repris pas mal de terrain là, sur Lamson, uniquement dans la série de whoops. Je crois qu'il va le passer aussi dans les whoops, voilà, comme on voit. Il est très rapide et sa moto marche très bien et il a très bien réglé sa moto pour aujourd'hui. Donc il est très à l'aise dans cette série de whoops. Oui, alors c'est deux séries de whoops assez rapprochées, mais qui ne sont pas vraiment identiques. La première, les bosses ont l'air plus petites et plus rapprochées. Et dans cette seconde, ça a l'air assez difficile de trouver un bon rythme. Oui, le gros problème dans la seconde, c'est que les whoops étaient très glissants, ils étaient très tassés. Donc c'était très difficile de prendre de la vitesse en l'intérieur, car la roue arrière patinait très facilement. Alors que la première série, on pouvait quand même prendre de la vitesse, malgré qu'on sortait presque arrêté du virage. Voilà, et là, Stefan Everts fait tout de suite en un tour, il a pris pratiquement 3 secondes à Steve Lamson, il a l'air quand même assez à l'aise. Hein. Oui, c'est vrai il est très à l'aise dans les whoops, il est très à l'aise de partout.
Il est très bien pour la finale et il devrait faire un très bon résultat tout à l'heure en finale. Est-ce qu'il y a une grosse différence pour le pilotage entre le motocross classique, puisque là il a fait toute la saison en 125, et il a donc été champion du monde 91 en 125 motocross, et le supercross? C'est vraiment une technique qui est complètement différente? Oui, c'est quand même complètement différent, mais bon, tous les pilotes de la nouvelle génération font aussi du supercross à l'entraînement. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour lui, il s'est entraîné, donc il est autant à l'aise en supercross qu'en motocross. Il est relativement jeune, donc il a 19 ans, et il a déjà fait quelques résultats quand même en supercross, notamment dès Maastricht, je crois en fin de saison 89, il avait commencé à pointer le bout de son nez déjà. Oui, c'est vrai, on commençait à le voir rouler en 89, il était très jeune, mais il faisait beaucoup d'erreurs à cette époque. Mais bon, et apparemment, il s'est entraîné et a fait beaucoup de progrès cette année. Voilà, pas de problème non plus donc pour Steve Lamson qui va assurer sa qualification pour la finale. Toujours en seconde place, assez loin maintenant de Stefan Everts. Mais là, je pense que probablement les pilotes assurent leur position dans les derniers tours. Inutile de se gaspiller les forces dans une course où, là, une fois que la qualification est assurée, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Donc voilà, victoire pour Stefan Everts. On voit là au ralenti sur les books. Stéphane qui en profite un peu pour faire du spectacle. Oui, ça fait toujours plaisir et ça fait partie complètement du Supercross. On voit qu'il y a quand même pas mal de Français de qualifiés, c'est très bien. Il y a 3 Français, Yann Guédard, Olivier Perrin et Daniel Obelisco, qui sont donc directement qualifiés pour la finale. Et voilà, Jean-Michel, donc pour la deuxième demi-finale, à nouveau face à Jeff Stanton, qui a l'air assez tendu, non? C'est-à-dire il a pas gagné beaucoup de courses cette année, donc il essaye de se rattraper et s'il pouvait me battre au parc, il serait très fier. Donc je pense qu'il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de gagner. Oui, parce qu'il faut dire que vous avez été le battre chez lui, devant son public, dans le championnat de Supercross américain. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas très bien parti? Ben oui, mais bon, dans les premiers hoops, on pouvait prendre de la vitesse assez facilement dedans, donc je suis rentré en deuxième et j'ai réussi à passer 2 vitesses à l'intérieur. Donc j'ai pris beaucoup plus de vitesse que les autres pilotes et j'ai réussi à les passer dès la première série de whoops. Oui, on a vu que vous étiez 3 ou 4e à l'issue de la première série de sauts et à peine au bout de la première ligne droite, vous avez déjà pris la tête avec un écart assez considérable. Là, vous avez essayé de les écœurer, vous vous êtes dit, bon, je vais essayer de faire tout ce que je peux dans les premiers tours. C'est-à-dire j'essaye de... Bon, c'est la dernière course avant la finale, donc j'essaye de prendre le rythme de la finale et essayer de voir de quoi je suis capable. Donc les premiers tours sont bien sûr très bien pour vérifier tout ça. En fait, finalement, c'est une course avec vous-même comme référence principale plus que les adversaires, non? Ben oui, car je suis pour le moment devant, donc je n'ai personne à qui sur quoi me juger. Donc j'essaye de faire le maximum et essayer de me donner à fond pour essayer de prendre le bon rythme. Quelques petits problèmes pour Jeff Stanton, enfin tout est relatif puisqu'il est quand même 3e, mais il est en ce moment en bagarre avec Larry Ward, le numéro 10, donc pour la seconde place, et apparemment voilà, ça y est, il a dû le doubler maintenant. Oui, maintenant il vient de le passer, donc je pense que là il va essayer de me rattraper, il va essayer de donner tout ce qu'il peut, mais bon, il fait quand même beaucoup d'erreurs ce soir, et apparemment il fait des erreurs qu'il ne fait pas d'habitude, donc je pense qu'il est un peu tendu. Et voilà, Larry Ward qui s'accroche même un petit peu derrière Stanton. Oui, effectivement, il lui manque pas grand-chose, il lui manque quelques centimètres parfois pour retomber pile où il faut, mais c'est soit la roue avant qui accroche le sommet d'une bosse, ou il n'est pas tout à fait synchrone sur certains enchaînements. Mais c'est vrai que le circuit du parc est un circuit quand même très difficile et très technique. Donc c'est très difficile d'arriver à faire 5 ou 6 tours sans faire d'erreur. Et je pense que le pilote qui va gagner ce soir sera le pilote qui arrivera à faire les 20 tours sans faire aucune erreur. Un petit peu de spectacle aussi là pour vous Là je suis facilement en tête, donc j'en profite un peu pour faire un peu de spectacle et passer aux endroits où je n'ai jamais passé sur la piste.
On a vu que vous preniez souvent la ligne gauche complètement dans la première série de whoops, au ras des bottes de paille. Il y a une raison à ça? Oui, c'est-à-dire que tous les pilotes passaient au milieu et donc ça faisait les whoops n'étaient plus très réguliers au milieu. Il y avait quelques ornières à l'intérieur. Donc je passais à ras des balles de paille où personne ne passait. Et les whoops étaient beaucoup plus réguliers, ils étaient beaucoup plus hauts qu'au milieu. Mais bon, étant donné qu'ils étaient bien plats, c'était beaucoup plus facile de les passer rapidement. Oui, c'est étonnant parce qu'on aurait plutôt tendance à penser que en, en gommant le haut des whoops, ça permettrait de passer plus vite. Or, en fait, vous préférez passer à l'endroit où les whoops sont intacts. C'est-à-dire qu'ils sont neufs, donc ils sont très réguliers. Donc là, j'essaye justement une autre ligne à droite pour voir pour la finale si jamais je ne peux pas prendre ma ligne à gauche. Donc il faut profiter de cette course pour tout essayer aussi. On a pu voir à certains moments d'ailleurs que Jeff Stanton, vous avez bien observé, là il a failli chuter apparemment, on n'a pas pu voir parfaitement l'action, mais il avait l'air quand même assez limite et il a repris certaines trajectoires ou certains enchaînements que vous faisiez devant lui. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut éviter de trop se bagarrer avec les bons pilotes dans les derniers tours de la qualification, pour pas leur montrer tout ce qu'on sait faire, quoi. Donc là, il revient un peu sur moi, car c'est les deux derniers tours, donc je roule un peu doucement. Mais je prends non plus pas les trajectoires que je prendrai en finale, j'essaye de prendre des trajectoires différentes pour pas qu'ils ne voient mes bonnes trajectoires. Il a un plateau qui était assez curieux avec 3 étages. Donc ici, juste avant l'arrivée, on ne doit pas être loin de l'arrivée d'ailleurs. Comment se passait cette réception sur le triple plateau là, qui précède la série de whoops? C'était très délicat car je sortais des hoops généralement en quatrième. Donc il fallait pour bien faire tomber deux rapports pour sauter le triple, pour pouvoir le sauter en deuxième. Et de temps en temps, il m'arrivait de pouvoir tomber qu'un rapport. Donc des fois, je tombais un peu long et des fois un peu court. Donc c'était quand même une partie du circuit très délicate où j'avais quand même quelques petits problèmes. Au niveau des machines, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre les Honda d'usine ou les Yamaha ou les Suzuki? C'est-à-dire qu'au Parc des Princes, on a des motos quasiment standards. On a une bonne fourche dessus et un bon amortisseur. Sinon, tout ce qui est moteur est tout à fait standard. Voilà, une qualification plus qu'assurée pour Jean-Michel, puisqu'il a parfaitement dominé cette deuxième demi-finale, où on trouve 5 Américains et John Vandenberg, donc qui a bien fait de se repêcher tout à l'heure, mais par contre, plusieurs Français ne sont pas là, mais on les retrouve ici au super repêchage, donc une autre chance qui leur est offerte de se qualifier pour la finale. Cette fois, il n'y aura qu'une course, avec quand même pas mal de bons pilotes, puisqu'on trouve Doug Dubach en particulier et Donny Schmidt, les deux Américains, qui sont quand même des très très bons, et bien sûr plusieurs Français. Là on voit le 15, donc Doug Dubach. Ça vous est déjà arrivé de repasser par les repêchages? Je me rappelle plus, mais pas souvent, ça m'est pas souvent arrivé. Mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps. C'est arrivé à Bradshaw cette année à Anaheim, où il a quand même passé par tous les repêchages avant la finale. Mais bon, il a quand même gagné la finale, donc ça prouve qu'il n'a pas perdu la forme après tant de courses. Oui, il faut dire que c'est une chance supplémentaire, bien sûr, si on est tombé ou s'il y a eu un problème quelconque en qualification. Mais c'est aussi une fatigue supplémentaire avant la finale, non? Oui, oui, c'est sûr que on se fatigue tout le temps à rouler. Là, on voit Frédéric Vial qui fait apparemment une bonne course, qui vient de placer Donny Smith dans les whoops. Et c'est un très jeune pilote français et qui a beaucoup d'avenir. Oui, Frédéric Vial qui a 18 ans et qui vient en plus juste de remporter la manche du championnat de France de Supercross en 125, donc quelques heures à peine avant cette course. Oui, d'ailleurs, là, il roule avec une 125 et les autres pilotes sont derrière avec une 250. Donc, il part déjà avec un gros désavantage sur ce circuit du Parc des Princes. Oui, donc une performance superbe, puisque bon, si Doug Dubach est largement en tête de ce super repêchage, et donc va pouvoir se qualifier pour la finale, eh bien il est en seconde position, il devance Donny Schmidt, qui est quand même qui a été champion du monde en 125 cm3. Oui, donc bon, c'est vrai qu'on voit là qu'il y a des pilotes quand même des pilotes français qui s'entraînent en championnat de France de Supercross et qui arrivent à doubler quand même des pilotes qui sont champions du monde. Donc ça prouve que le Supercross est une question d'entraînement et qu'il faut continuer à s'entraîner et continuer à faire des courses.
Voilà, donc les 4 pilotes qui retrouveront les autres qualifiés pour la finale, vous les avez sur l'écran, et un autre Français, Christian Chomard, donc. Donc 2 Français repêchés pour la finale, et à nouveau un show de lumière, de feux d'artifice et de musique juste avant, bien sûr, la grande finale de ce premier Supercross qu'on va admirer tous ensemble. Une organisation sans faille et superbe, donc qui a été assumée par Kino Rev et par Eric Glin, qui a réussi un exploit assez fantastique d'organiser ce premier Supercross dans le Parc des Princes. Ça va être la mise en place donc pour la grille de départ de cette finale. Alors est-ce que vous êtes tendu là avant le départ? Non, en plus c'est difficile d'être tendu avec un mécanicien qui vous raconte des blagues et qui vient de me dire de montrer à toutes les grenouilles qu'il y avait dans le stade comment j'allais enfumer le bœuf qu'il y avait à côté de moi. Oui, Donc, alors, difficile d'être tendu dans ces conditions. oui, il faut dire donc qu'aux États-Unis, votre mécanicien est américain, et aux États-Unis, les Français, c'est les grenouilles, les froggies. Et donc, ça va être effectivement intéressant de suivre le débat final. Et Ouais. pourtant, là, Jeff Stanton est mal parti, mais c'est pas le cas pour vous, hein. Non, je suis très bien parti, j'ai bien négocié le premier virage et le premier double saut, ce qui m'a permis d'être en tête dès la première série de whoops. Donc là de suite j'essaye de ne pas faire d'erreur, d'essayer de bien rester concentré et d'essayer de voir où est justement Stanton pour savoir si je dois prendre des risques ou si je dois essayer de rouler à ma main. Oui, et donc juste derrière vous, il y a Dean Matson, le numéro 21, Stefan Everts, qui est très bien parti, et donc qui se trouve maintenant même deuxième, qui a doublé Matson, le numéro 3. Oui, bon là je viens de voir donc que Stanton avait fait un mauvais départ, donc j'essaye de ne pas m'affoler, j'essaye de prendre mon temps et d'essayer de rouler le plus proprement possible et essayer de gagner du temps à tous les virages. Voilà, donc Jean-Michel Bayle en tête avec déjà une avance, on peut pas dire confortable, mais déjà assez substantielle sur Stefan Everts le 3, Dean Matson le 21, donc, et Jeff Stanton qui a donc dépassé Doug Dubac et qui va partir maintenant à la poursuite de Matson et Everts. Oui, Matson qui fait une très belle course et un très beau début de course car il est troisième et il arrive quand même à rester derrière Stefan Everts et devant Jeff Stanton alors qu'aux États-Unis il n'a jamais fait aucun résultat et on voit et c'est une grande surprise de le voir ici se battre pour le podium. Mais comme quoi, peut-être l'ambiance ou la motivation peut sublimer certains pilotes et leur permettre de réaliser des exploits dans certaines conditions. Là, il a l'air quand même un petit peu limite, non? Ben, il est un peu tendu parce que bon, c'est la première fois que ça lui arrive, mais bon, c'est tout à fait normal et il vient quand même de repasser Stanton dans les hoops, donc il roulait vraiment très bien, il roule vraiment très bien aujourd'hui. Voilà, il y a un risque aussi pour Jeff Stanton qui est surtout de ne pas aller à la chute en s'accrochant avec Dean Matson, qui a l'air d'avoir des trajectoires un petit peu bizarres, ou du moins qui changent assez souvent de ligne. Oui, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour rester devant Stanton. Donc, bon, là, on voit, il a carrément laissé passer car il pouvait plus rien faire et il s'est aperçu que Stanton vraiment était plus fort que lui. Donc, je pense qu'il va essayer maintenant de le suivre et essayer d'apprendre un peu tout ce qu'il peut sur lui. Alors que vous venez de passer le saut d'arrivée, là, on vous voit donc bien en tête. Jeff Stanton et Stefan Everts abordent seulement la série de whoops, donc déjà une avance quand même assez considérable. Oui, mais bon, il faut pas se déconcentrer. Là, je peux bien les voir quand je les croise. Donc, je vais pouvoir essayer de gérer mon avance et essayer de ne pas prendre de risques. Et là, on voit Matson qui repasse Stanton. Donc, Matson qui roule vraiment très bien ce soir. Oui, étonnant. Bon, visiblement, il arrive pas à tenir ce rythme-là pendant assez longtemps pour rester devant Stanton. Et Stanton qui apparemment revient légèrement sur Stefan Evers aussi. Là, il y avait une petite bosse juste à l'amorce du premier virage après le départ. C'était une petite bosse assez difficile à négocier, donc il pouvait perturber pas mal le freinage et la prise de cette courbe. Oui, c'était assez délicat de la négocier car ça pouvait créer une chute car on pouvait très facilement partir sur la roue avant.
surtout à cet endroit-là de la piste où on freine de la roue avant, donc la moto a tendance à partir très fort sur l'avant. Donc c'est un endroit très délicat sur le circuit. Oui, on va pouvoir revoir tout à l'heure à plusieurs reprises. Vous avez une façon très particulière d'aborder, voilà, cette petite bosse. Oui, je profitais de la réception donc, du saut qu'il y avait avant pour écraser ma fourche et pour pouvoir négocier la bosse sur la roue arrière. Donc je pouvais poser ma roue avant juste après la petite bosse et pouvoir commencer à freiner sans m'inquiéter de partir sur la roue avant. Ouais, ça demande une synchronisation parfaite, évidemment, parce que si vous vous mettez sur la roue arrière un peu trop tôt ou un peu trop tard, ça peut être gênant. Là, on Là- voit Stanton qui rattrape quand même bien Everts et qui essaye de se battre pour la seconde place. Oui, là la lutte se précise. Est-ce que, à votre avis, là Stéphane Everts a vu Stanton? Est-ce qu'il se retourne autant que vous pouvez le faire des fois sur certaines bosses? Ça demande quand même un certain sang-froid de se retourner pour voir où sont les adversaires. Oui, mais je pense temporairement qu'il a très bien vu arriver, donc il va essayer de tenir devant et il va essayer de garder sa seconde place. Et c'est un des moments où il faut que je profite absolument de ça, car ils essayent de se doubler un et l'autre, donc ils perdent un peu du temps, et moi je suis tranquille devant, donc je peux arriver à gagner beaucoup de temps en peu de tours. Donc il faut absolument profiter de cette occasion. Au niveau de la condition physique, le Supercross a évidemment une réputation terrible. Qu'est-ce qui est le plus fatigant? Alors que là, vous prenez quand même un tour à John Van de Berg, c'est pas rien. Et relativement vite. Oui, donc qu'est-ce qui est le plus fatigant au niveau physique? Ben, je pense que c'est les hoops qui sont vraiment le plus physiques, car on a tendance à être crispé à l'intérieur pour tenir la moto bien en ligne. Et il faut au contraire essayer de se relaxer et essayer de les passer comme si c'était une ligne droite toute plate. Donc je pense que c'est la partie la plus délicate et la plus physique du circuit. Voilà, donc vous commencez à rattraper les derniers pilotes. Oui, c'est toujours un instant où il faut quand même rester très concentré, car il y a un peu des drapeaux jaunes de partout sur la piste et il y a beaucoup de chutes dans les pilotes retardés. Donc il faut faire très attention à ce moment-là de la course. Oui, là on a vu Stéphane Everts qui était légèrement désynchronisé sur la série de whoops et Jeff Stanton en a profité pour revenir un petit peu. Il a l'air un peu en catastrophe, non? Ben, c'est-à-dire il voit que Stanton n'est vraiment pas loin, donc il commence à fatiguer un peu, à se crisper et à faire beaucoup d'erreurs. Donc je pense que Stanton ne va pas tarder à passer. On voit que Stéphane Evers commence un peu à fatiguer car elle commence à s'asseoir à des endroits où il ne s'asseyait pas avant, comme par exemple sur ce saut ici, où il était assis et que normalement on se prend debout. Donc on perd un peu de temps en le prenant assis, mais bon, il se repose un peu et donc c'est un manque de conditions physiques, il fatigue un peu. Pour le moment, donc, Stéphane Everts continue à tenir cette seconde place, mais visiblement, Stanton se fait de plus en plus pressant derrière. Stanton qui a un style assez heurté, si ce n'est brutal, tout en étant efficace. Il ressemble un peu à un bûcheron d'ailleurs, il a été bûcheron, je crois. Oui, c'est vrai qu'il se bat beaucoup sur cette piste apparemment et il essaye de gagner du temps en essayant de brusquer un peu la moto. Et c'est vrai qu'il faut être très en forme pour arriver à faire ce qu'il fait, mais bon là on le voit qu'il passe Stéphane Evers sur le double saut. Effectivement, et juste à l'endroit justement où vous faisiez remarquer que Stéphane Everts s'asseyait sur la moto, donc il devait perdre effectivement. Ben, c'est-à-dire quand il s'assoit, il met un peu plus de poids sur l'amortisseur à l'appel du saut. Donc la moto a tendance à repartir un tout petit peu plus haut que le pilote qui reste assis. Donc c'est une perte pas très grande, mais bon, on peut facilement perdre un mètre ou deux. Donc Stanton en a profité pour le passer. Voilà, maintenant on va voir si Jeff Stanton est capable de distancer Stéphane Everts et éventuellement de revenir sur vous, ce qui paraît là un petit peu compromis puisque vous avez profité effectivement de ce début de course pour creuser une avance assez importante. Oui, puis je le surveillais dès le premier tour, j'ai vu sa place et je vérifiais qu'à chaque tour il ne me rattrape jamais, donc je ne suis pas du tout inquiet. Oh, ben là il fait vraiment une erreur avec John Van de Berg. Il a essayé de le passer sur le côté gauche et apparemment il a dû prendre une pierre ou il a fait une petite erreur et il est parti brusquement sur le côté droit de la piste et a heurté la roue arrière de John Van de Berg. Voilà, on va le revoir sous un autre angle. Donc une des erreurs
qui est toujours délicate quand on double des attardés, parce que bon, il faut voir que John Vandenberg est 12e, c'est quand même pas très loin, mais il se fait déjà prendre un tour par les premiers, donc c'est le genre de problème. Voilà, on revoit au ralenti. Oui, là il tord un peu sa roue, il a une perte d'équilibre et il lui a heurté la roue arrière à John Vandenberg. Peut-être un petit peu de fatigue aussi, non Il a fait une erreur où s'il n'avait pas eu Vandenberg, je pense qu'il ne serait jamais tombé. Mais bon, il a fait une erreur à un moment où il n'aurait pas dû la faire. Et oui, il était peut-être pas assez concentré ou il a peut-être pas fait assez attention. Voilà, et malheureusement pour Jeff Stanton, il va rechuter à peine quelques minutes plus tard et finalement il va rentrer au parcoureur et abandonner là la finale car il était très loin. Oui, c'est sûr que pour lui, ce qu'il voulait faire, c'était gagner cette course. Car c'était le plus important pour lui et c'était d'essayer de me battre au Parc des Princes devant mon public. Et là, bon, il a aucune chance, il s'est aperçu qu'il n'avait plus aucune chance de pouvoir me battre, de pouvoir déjà gagner la course. Donc, apparemment, il va rentrer au parc. Voilà, donc là vous reprenez à nouveau un tour à Doug Dubac qui est cinquième de la course, donc et qui est déjà un tour derrière vous. Alors parlons un petit peu de cette saison 1991 aux États-Unis. Donc comment ça s'est passé? Vous avez fait là un affront à tous les pilotes américains, au motocross américain en général, qui était considéré comme le summum de ce qui se faisait au monde en motocross. Et vous avez réussi un pari qui paraissait insensé en ne serait-ce qu'il y a 2 ans. C'est vrai que bon, pour la première année où je suis allé aux États-Unis en 1990, j'ai terminé déjà deuxième du championnat de Supercross à 7 points de Jeff Stanton, ce qui n'était déjà pas très loin. Mais bon, j'avais pas quand même été assez régulier pour pouvoir gagner ce championnat. Et bon, cette année, tout s'est très bien passé. J'ai gagné beaucoup de courses. J'ai eu le record du nombre de victoires. J'en ai gagné 8. Et Jeff roulait très bien au début. Et il était avec moi au tout premier plan. On était très serré au championnat. Mais bon, il a fait une erreur par la suite et il a chuté. Et il s'est blessé. Donc il a raté 2 courses. Ce qui m'a permis de prendre le large championnat et de pouvoir le gagner avec quand même beaucoup de points d'avance. Oui, alors le plus important, c'était le championnat Supercross de 150. Et vous avez aussi participé au championnat outdoor de 150 et 500 outdoor. Oui, c'est-à-dire que le outdoor de 150 était beaucoup plus délicat que le reste, car on roulait en même temps dans l'outdoor et en même temps dans le championnat Supercross. Donc j'essayais de ne pas prendre de risques au championnat outdoor pour ne pas compromettre mes chances en Supercross. C'est pour cela que je n'ai jamais gagné d'épreuve en outdoor. Mais j'ai été très régulier, j'ai à chaque fois fini deuxième et troisième, ce qui m'a permis de gagner quand même le championnat. Et exploit sans précédent donc dans l'histoire du motocross américain, jamais aucun pilote, que ce soit américain ou de n'importe quelle nationalité, n'avait réussi à gagner les 3 championnats US la même année, c'est-à-dire donc le Supercross 250, 250 outdoor et 500 outdoor, et vous avez réussi cette année. Oui, ben surtout après avoir gagné le 250, j'étais très confiant pour le 500, car je me faisais énormément de soucis pour le 250 et le 500 j'étais très confiant car quand j'étais venu la première fois en 1990 j'avais déjà gagné une épreuve, donc je savais très bien que j'avais le niveau pour pouvoir gagner ce championnat, donc j'ai essayé de ne pas faire d'erreur et ça s'est très bien passé et j'ai pu gagner le dernier championnat, donc les 3 championnats dans la même année. Donc là, on voit un public français évidemment tout acquis à votre cause, donc vous êtes toujours en tête, vous allez même prendre encore un tour au 3e qui est Dean Matson, le 21, alors que Stefan Evert sera le seul, donc qui est second, sera le seul à finir dans le même tour que vous. Donc un public tout acquis à votre cause, mais aux États-Unis, ça n'a pas vraiment dû être la même chose, non? Ben, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un pays où ils n'ont pas trop l'habitude de voir des étrangers chez eux, et surtout dans les sports. Et donc, des fois, bon, ils acceptent mal qu'un Français arrive à gagner des courses. Mais bon, c'est un peu comme de partout, où certains sont contents et certains ne sont pas très contents. Donc, bon, c'est vrai que l'ambiance est différente qu'ici à Paris, au Parc des Princes. Mais bon, c'est la même course pour tout le monde et j'essaie quand même de faire un spectacle. Alors sans vouloir trop anticiper, et on va rester dans le motocross, mais juste un tout petit mot, alors que là vous prenez donc un tour supplémentaire à Dean Matson. Je crois que maintenant le programme ce sera la vitesse en 93. Bah oui, car je m'étais créé des buts dans la vie et c'était d'être donc au début champion du monde, puis par la suite d'être champion des États-Unis de Supercross, qui était quand même quelque chose qui était à l'époque irréalisable. Donc je l'ai réalisé, donc pour le moment je n'ai plus aucun but en motocross.
Et mon seul but est maintenant la vitesse et essayer de participer au championnat du monde de vitesse en 1993. Voilà, et là vous en terminez avec cette première finale du Supercross du Parc des Princes avec une victoire absolument fantastique. Oui, d'ailleurs, tout le monde attendait le saut, mais là, je n'ai pas sauté. Oui, pourquoi justement? Parce que j'étais tellement content et j'étais tellement content d'avoir gagné que je pensais même plus à faire du spectacle. Et ça faisait un tour que je roulais presque doucement et que j'arrêtais pas de faire du spectacle. Donc, puis le dernier saut n'était pas vraiment un beau saut pour pouvoir mettre la moto en travers ou pour pouvoir faire un superbe saut. Donc j'ai préféré le passer comme aucun pilote l'a passé dans la soirée. Oui, là j'imagine que ça doit être un sentiment particulièrement agréable, ce tour d'honneur, non? Bah oui, car c'était une course qui était quand même pour moi vraiment importante, car c'était ma première apparition en France après mon titre du championnat des États-Unis de Supercross. Alors Donc, voilà, oui pardon, juste là on voit votre technique pour passer ce petit saut. oui, alors je lève bien la roue avant et j'essaye de la reposer juste après la bosse. Et en même temps, je freine de la roue arrière pour empêcher la moto de partir sur la roue avant. Oui, l'amortisseur est tassé, alors que là avec Stanton, Oui, Stanton part beaucoup sur la roue avant. Et donc risque un peu la chute et risque la glissade un peu et la perte d'adhérence de la roue avant. voilà, donc le classement de cette finale avec Stefan Evers donc second et tous les autres pilotes à un tour. Et donc c'est quand même assez difficile. Et Olivier Perrin finit 9ème de cette finale, un très bon résultat. Il est le premier français derrière vous, bien sûr. Alors que Guédard, Vial, Chomard et Obelisco terminent à la 15e, 16e, 17e et 18e place. Voilà, un podium toujours aussi bien mis en scène par Kinorev et Eric Blin. Donc un grand succès pour cette première épreuve du Supercross du Parc des Princes, avec Stefan Evers qui monte sur le podium pour la seconde place, bientôt suivi par Dean Matson. Eh bien, merci Jean-Michel, et donc on se retrouvera sûrement pour le deuxième Supercross du Parc des Princes. Ben oui, bien sûr, l'année prochaine, surtout que ça sera une de mes dernières apparitions en France et en motocross. Donc je pense qu'il ne faudra pas rater cet événement. Merci Jean-Michel, et donc à l'an prochain. Merci.